Bonjour les amis et bienvenue dans cette deuxième foire aux questions FAQ de l'été sur l'actualité et le mercato de l'Olympique Lyonnais. J'avoue que j'apprécie beaucoup cet exercice parce que souvent j'ai des commentaires. Bon, y répondre par écrit c'est pas toujours intéressant dans le sens où j'ai pas trop le temps non plus de développer. Donc là, je vais essayer de le prendre. Comme je l'ai dit dans l'annonce de cette FAQ, la dernière avait duré presque 1 heure et il y avait une moyenne de 20 minutes d'écoute. Donc je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de déperditions. Donc je vais essayer de me limiter à 30 minutes. Mais comme il y a encore beaucoup de questions cette fois, je vais peut-être faire 2 vidéos. Pour le moment, je ne sais pas puisque je la débute, donc je ne sais pas combien de temps elle va durer. Mais si elle fait, je vais m'arrêter, je pense, à 25 minutes, 30 minutes. Et je ferai une deuxième partie à ces deuxièmes FAQ. En tout cas, merci à tous, à la fois pour les abonnements, puisqu'on approche à grands pas des 1500 abonnés, et à tous ceux qui ont posé des questions, ce qui permet d'avoir un échange qui, je pense, est intéressant. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup, et de permettre beaucoup d'interactivité sur la chaîne. Alors il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir encore plus d'interactivité. C'est d'ailleurs la question de Monsieur Polo 0807 qui me dit: bonjour Teddy, à quand un live sur YouTube? Merci encore pour ton excellent taf, excellente journée à toi et à tous. Alors oui, donc je pense que Monsieur Polo souhaite que je fasse des lives. Malheureusement pour lui, et comme je l'ai déjà dit souvent, je ne prévois pas de faire de live. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je n'ai pas envie de montrer ma binette sur Internet. Deuxièmement, je n'aime pas tellement le format live. Je trouve que c'est souvent beaucoup trop long. Parfois, en plus, il y a des trolls. Donc, les trolls, ça a tendance à beaucoup m'énerver. Donc, je passerai pour un débilos si je m'énervais en direct. Alors, ça ferait peut-être ensuite des best-of ou je ne sais trop quoi. Mais bon, ce n'est pas mon but. Et surtout, j'aime bien parfois faire des recherches par rapport aux questions qui me sont posées. Donc là, en format, on va dire, enregistré par avance, ça me permet de faire des recherches sur les questions qui me sont posées. Dernière chose, souvent, malheureusement, et je viens encore de le faire, je mets beaucoup de E dans mes vidéos. Donc quand je fais des vidéos enregistrées, je coupe énormément parce que parfois il y a des redites, parfois c'est trop long. Comme cette présentation d'ailleurs est beaucoup trop longue. Donc je fais beaucoup de coupes pour que à la fin le produit soit adapté en termes de durée. Enfin, pour les lives, dernier souci, et pour moi c'est presque même le plus important, c'est la technique. C'est-à-dire qu'il faut gérer une bonne qualité de caméra, un bon éclairage, un bon son. D'ailleurs, certains parfois me reprochent la qualité du son dans les vidéos. Lire le chat, répondre, etc. Enfin bon, tout ça, je dois dire que ça me saoule rien que d'en parler. Non, pour l'instant, le live n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais en tout cas, merci Polo, parce que tu interviens souvent sur la chaîne et avec des remarques pertinentes, y compris d'ailleurs quand on n'est pas d'accord sur certains sujets. Alors, Phenom Dus, salut déjà, merci pour le travail que tu établis, énorme respect. Que penses-tu du fait de repartir avec le même 11 ou quasiment que l'année dernière? Deuxième partie du championnat, si je ne dis pas de bêtises, on finit 3e. Alors oui, je pense qu'on a de fortes chances de repartir avec une équipe qui va beaucoup ressembler à celle qui a fait la deuxième partie du championnat, où effectivement on finit 3e. On peut penser que Mata va évoluer donc en latéral droit. On peut aussi espérer avoir un numéro 6. Bon, vous savez que je ne suis pas un grand fan de Tapia, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, j'aimerais bien qu'on trouve une autre solution, que l'on joue en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, pour trouver quelqu'un dans l'aile correct. Alors bon, moi je suis pas opposé au fait que Cherki évolue dans l'aile, même si c'est pas son poste préférentiel. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui va se passer, en tout cas en début de saison, puisque pour le moment les recrutements n'avancent pas. Est-ce que ça peut tenir toute une saison? Le problème, c'est que l'on sait très bien que certains joueurs dans notre équipe ne sont pas très réguliers, et notamment Ryan Cherki, qui, on va dire, souffle le chaud et le froid. Alors quand c'est chaud, c'est très chaud, quand c'est froid, c'est très froid. Est-ce que ça peut permettre d'être régulier sur toute une saison complète? Je ne sais pas, je l'espère. Moi aussi, j'espère qu'on finira sur le podium et qu'on va retrouver la Ligue des Champions. Ce qui aurait le double intérêt de nous permettre d'avoir des finances plus importantes et plus de compétition, notamment pendant la semaine.
La difficulté, c'est que je trouve qu'on a pris beaucoup de retard au niveau du mercato et qu'avec un passage à 18 clubs, eh ben par définition, vous avez 4 matchs de moins pour rattraper votre retard si vous prenez du retard. Donc je pense que le mois d'août sera extrêmement important. Qu'est-ce que je pense de repartir avec le même 11? Alors moi, je suis plutôt de l'école Aulas, malgré le fait que je ne suis pas d'accord avec le budget tel qu'il a été construit, mais il est construit et pour le moment, il faut bien faire avec. Donc moi, j'aurais vendu Lukeba. Je pense que c'est pas si difficile que ça de trouver un défenseur central qui apporte à peu près ce qu'apporte Lukeba. Ça permettait de garder Cherki, de garder Barcola, de recruter, puisqu'on n'aurait pas été embêté par la DNCG. Donc moi, repartir avec le même 11, ça m'embête, parce que je pense qu'il fallait quasiment changer au moins 5 joueurs de ce 11, c'est-à-dire le deuxième ailier, 2 milieux de terrain, un défenseur central et un latéral droit. Donc vous voyez que je pense qu'il y a des bases intéressantes dans ce 11, mais par contre, il faut apporter davantage de qualité sur certains postes. Deuxième question de Fernandus. Penses-tu que tout ce qui se passe cet été à l'OL peut toucher les joueurs et donc le début de championnat autant positivement que négativement? Alors oui, j'aurais dû lire ta deuxième question avant de répondre avant. Mais effectivement, vous savez, il y a beaucoup de rumeurs de transfert. Alors moi je pense que les joueurs et les clubs font des choix qui en général sont raisonnables. Et donc le départ de Barcola pour moi n'avait aucun sens pour le joueur et pour le club, à condition évidemment d'avoir une augmentation salariale, ça je l'ai toujours dit. Pour Cherki, j'ai fait évoluer ma position par rapport à la toute fin de la saison dernière. En effet, j'ai envie de voir Cherki sur une saison complète, tout simplement parce que je pense que bien qu'il soit en contrat jusqu'en 2025, il peut beaucoup progresser, beaucoup améliorer ses stats et beaucoup améliorer sa valeur marchande, puisque s'il n'est pas transféré cette saison, il sera forcément transféré la saison prochaine, vu qu'il n'aura plus qu'une seule année de contrat. Pour Lukeba, comme je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas une capacité de développement énorme, je pense que sa valeur en 2024 sera assez voisine de celle de 2023. Par ailleurs, là aussi, je reviens toujours au salaire. On est encadré au niveau de la masse salariale, donc on ne peut pas lui offrir de grosses augmentations de salaire alors que Leipzig allait multiplier son salaire par 20, au moins. Donc je pense que c'est un peu embêtant parce que là, on va contre la volonté du joueur. Donc je pense que ça peut agir plutôt négativement jusqu'à la fin du mercato. Et alors j'espère que ce ne sera pas le cas, parce que j'espère que Laurent Blanc, que les dirigeants du club vont dire aux joueurs qu'ils ne se fassent pas d'illusions, ils ne partiront pas cet été. Comme ça coupe court à tout. Je pense qu'il faut absolument augmenter Lukeba et Barcola, dans les limites évidemment de la DNCG. Mais il faut les contenter, de toute façon ils le méritent. Lukeba d'autant plus. Alors c'est pas que je suis critique avec Lukeba, je pense que c'est un joueur qui n'est pas si bon qu'on veut bien le dire. D'ailleurs je remarque que c'est Leipzig qui est venu le chercher, c'est pas Liverpool, c'est pas Manchester City, c'est pas Manchester United, c'est pas le Real, c'est Leipzig. Donc je pense qu'il n'est pas loin de son plafond. Donc je ne le vois pas exploser de manière incroyable, alors que je pense que Cherki, avec une très bonne condition physique, et donc je fais confiance à Martin Buchheit pour ça, plus d'expérience, peut-être aussi le fait d'évoluer dans l'aile, pour le moment ça ne lui plaît pas, mais peut-être que finalement ça va lui plaire, parce qu'il peut rentrer sur son pied droit, un peu à la Mbappé d'une certaine manière. Alors il n'a pas le jeu en profondeur d'Mbappé, mais il est davantage dans le dribble, et je pense qu'il peut devenir un très très bon ailier, pas un ailier tel que Barcola. C'est pas lui qui va faire des grandes prises de profondeur, mais dans un autre style. Avoir toute l'aile libre, je pense même que ça peut être très positif pour lui, et c'est à Laurent Blanc de le convaincre de ça. Je pense aussi évidemment aux leaders de l'équipe, Lacazette, Tolisso, etc. Je pense que s'il est bien encadré, on peut avoir un très très bon Ryan Cherki, et ne pas le vendre cet été, c'est peut-être le vendre 20 ou 30 millions de plus la saison prochaine. Donc imaginez quand même la saison prochaine, on va être obligé de vendre Lukeba et Ryan Cherki puisqu'ils n'auront plus qu'une année de contrat. Si vous faites 35 ou 40 sur Lukeba et 50 ou 60 sur Cherki, vous avez 100 millions qui rentrent dans les caisses, et vous pouvez nettement augmenter Barcola, qui lui, je le rappelle, est en contrat jusqu'en 2026,
et donc monter une très très grosse équipe, surtout si vous qualifiez pour la Ligue des Champions. Les 60 à 90 millions de la Ligue des Champions, donc là c'est 150 millions qui vont rentrer dans les caisses, et donc là vous pouvez faire un mercato absolument fantastique et repartir de plus belle. Alors Mowgli97 me pose une question qui n'a l'air de rien mais qui est essentielle. Bonjour Teddy, penses-tu que l'OL peut à la fois réformer son modèle économique et jouer les 5 premières places en championnat? Et ça, c'est la vraie question. En fait, certains pensent que je suis absolument anti-Textor. Je ne suis pas anti-Textor. Je trouve qu'il veut aller trop vite. Et ça, visiblement, il ne l'a pas compris. Enfin, maintenant, je pense qu'il l'a compris a posteriori, mais je pense qu'au moment où il doit passer devant la DNCG, il n'a pas compris ça. Réformer le modèle économique de l'Olympique Lyonnais, c'est essentiel. Tout simplement parce qu'il n'est pas tenable. Donc, je pense qu'on vit au-dessus de nos moyens. John Textor, d'une certaine manière, a la chance que beaucoup de gros contrats soient arrivés à leur échéance au mois de juin. Il en reste encore, mais je pense que l'Olympique Lyonnais ne peut pas donner des salaires à 5 millions annuels, en tout cas de manière pérenne. Donc, il faut être plus malin que ça. Il faut valoriser nos jeunes et il faut prendre, et c'est là où entre en jeu la data, des joueurs qui sont capables d'être bons. Je pense qu'on peut se permettre d'avoir un joueur à 5 millions, mais nous on en a quasiment 4. Et avec Boateng on en avait 5. Donc ce n'est pas possible. Tout simplement ce n'est pas possible. Alors, ça veut dire qu'il faut être malin. Être malin, c'était ne pas se mettre la DNCG à dos. Quand on se fait retoquer la première fois à la DNCG, il faut revenir avec des billes vraiment très très puissantes derrière. Or on ne l'a pas fait. Ensuite, on fait appel et on n'apporte toujours pas les billes qui sont demandées. Donc pour moi, stratégiquement, on fait n'importe quoi. On aurait pu amadouer la DNCG, on ne l'a pas fait. Donc cette saison, ça va être très compliqué. Là, on est le 31 juillet. Ça veut dire que déjà, quasiment tous les joueurs libres sont casés et que beaucoup d'équipes ont quasiment terminé, enfin sont en train de terminer leur préparation, ont déjà construit leur effectif et finalement, le volume de joueurs disponibles, il est très faible, sauf les joueurs qui sont dans des lofts ou qui se retrouvent remplaçants parce qu'on a pris un numéro 1 devant eux. C'est un peu le cas de Tapia. Le Celta Vigo a recruté Beltrán, ce qui a poussé Tapia sur le banc. Donc on peut avoir des joueurs de ce niveau-là. Alors par définition, ce sont des joueurs qui sont un peu en échec dans leur club. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont mauvais, hein, mais ils sont un peu en échec dans leur club. Donc on ne peut avoir que des joueurs comme ça. Donc, en n'ayant pas amadoué la DNCG en lui donnant ce qu'elle voulait, eh bien, on prend énormément de retard et maintenant, c'est très difficile de recruter. Donc, on peut réformer son modèle économique, mais selon moi, il aurait fallu le faire sur 3 ans. C'est-à-dire qu'en 2025, on a énormément de nos gros contrats à 5 millions qui arrivent à échéance. Alexandre Lacazette, Anthony Lopez. Alors Tolisso, il aura encore une année à faire, mais vous voyez, alors un Lacazette, je pense qu'il mérite ses 5 millions, mais Anthony Lopez, qui est un très bon gardien, est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui de trouver un gardien à 2 millions, par exemple, qui soit bon? Vous voyez, par exemple, le petit jeune Chevalier de Lille, je ne sais pas quel est son salaire, mais il n'est évidemment pas à 5 millions. Donc je pense que il aurait fallu continuer de vendre, et notamment cette année Lukeba, pour tout simplement passer tranquillement et ne pas être tellement embêté ensuite. Rappelons-le qu'il y a quand même la vente de l'OL Reign, donc il va rapporter là encore 50 à 60 millions. Donc je veux dire, il y avait moyen, évidemment, on se privait de Lukeba, mais là aussi, je pense que trouver un défenseur central de bon niveau à un tarif accessible, c'était pas fou, c'était pas dingue. Donc là, je pense que stratégiquement, tout ça a été très mal géré et que maintenant, on rame pour trouver, quand je pense que ça fait 3 semaines qu'on essaye de faire venir Tapia, qui pour moi est un joueur très moyen, je me dis que quand même, l'attractivité de l'OL aujourd'hui, elle est vraiment très très médiocre. Donc voilà, je pense qu'on peut réformer son modèle économique et jouer les 5 premières places, mais il faut le faire progressivement. John Textor a voulu faire vite, mais parfois en faisant vite on fait mal, et c'est selon moi ce qui se passe en ce moment. Alors,
Question suivante, Victor Herday. Bonjour Teddy, on ne connaît pas exactement vraiment la situation financière de l'OL, mais d'après toi, si l'on ne vend pas les titulaires, nouvelle politique que j'approuve, peut-on espérer ou soyons fous, 2 recrues de calibre titulaire, et à quel poste, en sachant que parfois c'est à la fin du mercato les bonnes affaires se présentent? Alors oui, je reprends le début de ta phrase, on ne connaît pas exactement la situation financière. Donc ça, c'est un vrai problème dès lors qu'on est encadré. Si on n'était pas encadré, on pourrait peut-être être un peu plus foufou. Mais là, on est encadré, ce qui veut dire que si on veut contenter Barcola et Lukeba, on est obligé d'augmenter leur salaire, donc d'augmenter la masse salariale. Donc faire des recrues titulaires de calibre, non. Des recrues titulaires, oui, mais de calibre, non. Je ne pense pas. D'ailleurs, on voit bien que ce n'est pas ce qui se passe. Tous les noms qui sortent, ce sont des joueurs, comme je dis, qui ont perdu leur place. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais c'est des joueurs en échec. Donc des recrues de calibre, il n'y en aura pas cet été. Ou alors, je serais extrêmement surpris, mais je ne crois pas du tout. Funky Pixel me demande quel bilan sur la météo de l'OL tires-tu de la séquence DNCG avec les justifications du DG, l'offensive de l'AS et les fulminations de Textor. Alors la météo, elle est un peu nuageuse. Je pense que effectivement, tactiquement, on s'y est très mal pris. Bon, l'offensive de l'AS, les fulminations de Textor, tout ça, c'est de la mousse. Les justifications du DG, voilà, ils sont en boucle sur la vente de l'OL Reign. On a demandé d'apporter 60 millions au compte courant. Je le rappelle, un compte courant, c'est comme un compte bancaire à l'intérieur de la société dans lequel l'associé amène de l'argent. Santiago Gucci a dit que ce n'était pas possible de rassembler ces 60 millions, ce qui est faux. Si Textor a les 60 millions, il les apporte en compte courant. Il envoyait la justification à la DNCG et on passait tranquillement. Seulement Textor, les 60 millions, il ne veut pas les donner. Voilà, je veux dire... La météo elle est nuageuse tout simplement parce que le coach il ne sait pas s'il va garder ses joueurs, notamment les jeunes. Les jeunes ils sont un peu sollicités de toutes parts. Alors pour le moment le club reste ferme. Mais bon, tout ça, ça tourne un peu dans les têtes. Je pense que cet été, ça va être difficile. Donc je pense que la saison sera difficile. Elle n'est pas forcément perdue, mais ce sera difficile. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que effectivement, le début de saison je pense qu'à partir de septembre, quand de toute façon les choses seront terminées au niveau du mercato, on va rentrer dans une sorte de normalité. Mais je pense que le mois d'août est extrêmement périlleux parce qu'il y aura des matchs et que si on démarre mal, avec 4 matchs en moins sur l'ensemble de la saison, ça peut être très compliqué. Donc il y a intérêt qu'on démarre bien parce que sinon on va le traîner comme un boulet pendant longtemps. Cerber me demande, bonjour Teddy et encore merci pour ton super travail. On est à mi-mercato, quel bilan pour ce mois écoulé? Alors ça tombe bien, on est le 31 juillet. Et comment vois-tu le début de championnat? Alors le mercato pour moi... il est très moyen. Alors, il y a le mercato, c'est les arrivées, mais c'est aussi les départs. Alors, les départs qui, selon moi, étaient nécessaires, c'était Thiago Mendes. Donc ça, c'est très bien. Je suis moins content du départ de Romain Fèvre. Je suis moins content du départ de Ndiaye. Ça m'ennuie que Karl Toko Ekambi soit toujours dans le club. Ça m'ennuie que Kadewere n'ait pas été recasé. Ça m'ennuie que Jeffrey Nadaleit soit toujours là. Donc, je dirais que sur le plan des départs, c'est mitigé. Sur le plan des arrivées, Shkeli Alvero, pour l'instant, je n'ai rien vu. Mata, très très bien, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'un meilleur latéral droit, ça transforme l'équipe? Je n'en suis pas sûr. Alors comment je vois le début du championnat? On va regarder nos premiers matchs du mois d'août et puis voir qu'il ne va pas falloir se planter. Alors au mois d'août, vous le voyez, on va avoir seulement 3 matchs. Donc on va démarrer à Strasbourg, on recevra Montpellier et on ira à Nice. Avant, évidemment, la première grosse affiche face au Paris Saint-Germain le 3 septembre. Alors Strasbourg, bon, vous le savez, racheté par les propriétaires de Chelsea. Donc ils essayent de monter une grosse équipe. Je vais essayer à chaque journée de championnat de vous présenter l'adversaire en regardant un ou plusieurs de leurs matchs de championnat pour donner mon avis sur le sujet.
Donc je ferai ça avant chaque match, donc la présentation de l'adversaire. Strasbourg, bah, évidemment, ça va être difficile, sauf à regarder des matchs amicaux, mais je ne sais pas tellement où ils sont diffusés. Je vais essayer d'en choper un, mais ce n'est pas garanti. Bon, de toute façon, il n'y a pas de mystère, hein, il faudra gagner à Strasbourg. Bon. Ensuite, Montpellier à domicile, bon, normalement, ça devrait passer. Montpellier va perdre Eli Wahi, qui était quand même son artificier numéro 1. Ensuite, déplacement à Nice. Donc Nice, bon, bah, une équipe qu'on a beaucoup de mal à battre chez elle. Je pense qu'il y a moyen de faire un bon début de championnat. J'espère que la fin de mercato un peu fofolle pour le 27 août, ça va pas nous perturber, qu'il y aura des joueurs peut-être en instance de départ. Bon, je sais pas. Je pense qu'il y a moyen, effectivement, alors peut-être de prendre 7 points, c'est-à-dire 3 à Strasbourg, 3 à domicile et 1 à Nice. Ce serait pas mal. Ensuite, on enchaîne le Paris Saint-Germain. Après, c'est le Paris Saint-Germain qui a ses propres problèmes. Les prendre à domicile, je pense que c'est pas mal pour débuter la saison. Ensuite, vous le voyez, on a des adversaires plutôt accessibles. Donc le début de saison sera extrêmement important pour déterminer ce qu'on vaut, mais aussi, évidemment, pour l'avenir de Laurent Blanc. Mais comme il y aura une question sur le sujet, je ne vais pas développer tout de suite. Alors, Captain Cyprine me demande, sur la phase retour, Lyon a gagné quasi 2 points de moyenne par match, 1,94 sur une saison pleine à 34 matchs, cela nous porterait à 68 points. Je pense que ce total nous permettrait sans doute d'accéder à l'Europe, minima 5e. Au final, l'encadrement de la DNCG, un effectif qui ne bouge quasiment pas, n'est-ce pas un mal pour un bien, qui nous permettrait de voir à plus long terme? Alors non, ce n'est pas un mal pour un bien, parce que vendre des joueurs ou ne pas vendre des joueurs, acheter des joueurs chers ou ne pas acheter des joueurs chers, ça doit relever d'une décision de gestion, et pas une décision contrainte par la DNCG. Ceux qui pensent que la décision de la DNCG est une bonne chose, ou un mal pour un bien, je ne dis pas que tu dis que c'est une bonne chose, hein, c'est un mal pour un bien, considèrent que nos dirigeants sont totalement incompétents. Alors j'espère qu'ils ne sont pas incompétents. Donc non, c'est toujours très négatif quand tu as une instance tierce qui vient s'immiscer dans ta gestion. Par contre, sur le fond, repartir à peu près avec la même équipe, recruter de manière maligne, est-ce que ça peut suffire? Je l'espère, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que je trouve qu'on n'a pas de marge en fait, c'est ça le problème. Je dirais que le PSG a de la marge, je dirais que Marseille a de la marge, je dirais que Rennes maintenant a de la marge sur, on va dire, les équipes qui jouent 6 à 10 pour être simple, puisque toi tu envisages qu'on soit dans le top 5. Donc je pense que ces 3 équipes-là ont de la marge. Nous, je trouve qu'on n'a pas de marge. Donc c'est ça qui m'embête. Si on avait ramené un Elias Kiri, si on avait ramené un Lozano, si on avait ramené un grand défenseur central ou un Xavi Galan que je demandais en latéral, là oui, on commençait vraiment à avoir de la marge parce qu'en plus on avait un banc qui avait vraiment de la gueule. Donc là je trouve qu'on n'a pas de marge. Un internaute Alban Coulon a répondu si la Casette est un gros pépin, on n'a pas d'ailier d'attaquant. Et là, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que notre 11, il est pas si mal. Mais par contre, quand tu regardes le banc, ça fait quand même assez peur. Donc, surtout dans les postes offensifs. J'espère que ça peut passer, mais très sincèrement, je n'en suis pas convaincu. Après, il faudra attendre la fin du mercato. Là, on est à la fin juillet. Si on fait de belles recrues d'ici la fin du mois d'août et qu'on n'a pas de départ majeur, on va dire ça renforce nos chances. Mais à ce stade-là, au 31 juillet, avec l'équipe qu'on a, on a vu les remplaçants à l'œuvre, hein, on les a vus être titulaires. Je ne trouve pas qu'ils aient montré quoi que ce soit qui nous permette de penser qu'ils vont apporter quelque chose dans les rotations. Sauf peut-être Mohamed El Arouche, Sel Koumbedi en tant que latéral. Mais sur le plan offensif, bon, le petit Mboup m'a bien plu, mais bon, après, entre des matchs amicaux et la Ligue 1, il y a une différence. Mais je dirais que, d'une certaine manière, et c'est ça qui est grave, parmi les remplaçants potentiels, celui qui m'a fait la meilleure impression, c'est Mboup. Moi, je trouve qu'on n'a vraiment pas de marge. En fait, c'est ça qui m'embête, on n'a pas de marge. Alors, DJ Chris me dit, et c'est une question qu'évidemment on peut se poser, salut, à ton avis, Laurent Blanc passera-t-il l'hiver? Sinon, qui pourrait prendre sa place? Passera-t-il l'hiver? Évidemment, tout est lié aux résultats. Ça, c'est une évidence. Mais depuis l'arrivée de John Textor, il semble que les résultats, on va dire, ne soient pas totalement corrélés
au devenir de l'entraîneur. On a vu le cas à Molenbeek récemment, où le coach qui a fait monter l'équipe a été viré 5 jours avant le début du championnat, donc une décision très étrange. Donc ce n'était pas lié au résultat, mais John Textor, il a une vision multi-club, même s'il s'en défend. Et son petit truc, c'est de faire passer des joueurs d'un club à l'autre. Et donc je pense, mais ça c'est vraiment une interprétation de ma part, je n'ai pas d'infos sur le sujet, puisque l'entraîneur qui a été viré à Molenbeek ne s'est pas vraiment exprimé sur les raisons. Il a dit divergence de vue sur l'avenir du club, donc ça veut tout et rien dire. Je pense que cet entraîneur, ça l'a énervé, qu'on lui amène des joueurs qu'il n'a pas demandé, dont il ne sait pas quoi faire. Et j'avais déjà cité dans une autre vidéo Villas-Boas qui avait quitté l'Olympique de Marseille, notamment, alors sans doute pour d'autres raisons aussi, mais notamment parce qu'on voulait imposer Olivier Ncham, que lui ne voulait pas, et donc il est parti. Et d'ailleurs, Laurent Blanc a déjà dit, si un matin je m'arrive et qu'on me dit il y a 3 nouveaux joueurs, et c'est tout à fait possible, notamment l'hiver prochain, puisqu'on sait que John Textor veut absolument faire venir 2 joueurs de Botafogo qu'il a déjà nommés d'ailleurs. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Donc le gardien Perry et le défenseur central Adielson. Donc Laurent Blanc pourrait en avoir assez de cette gestion. Rappelons-le, alors je connais pas les relations entre Laurent Blanc et Cassapa, mais vous voyez bien que Cassapa, Textor lui a dit tiens, mon coach à Botafogo est parti, donc tu vas aller à Botafogo. Il fait 4 matchs là-bas, il revient ici assistant de Laurent Blanc, et quelques jours plus tard, ah bah tiens, j'ai viré mon coach à Molenbeek, donc tu vas aller prendre l'équipe de Molenbeek. Alors on apprend que visiblement Cassapa voulait devenir numéro 1, donc il a sauté sur l'occasion. Bon, mais donc il fait ça avec les joueurs. Par exemple, vous voyez un petit peu les effets, à mon avis, négatifs de ce management. Regardez Jeffinho. Jeffinho, il était à Botafogo, on l'a fait venir à Lyon, et c'est évidemment une décision de Textor. Les fans là-bas étaient furieux qu'on leur enlève un de leurs meilleurs joueurs. Lui est venu à l'OL alors que peut-être 3 jours avant, il ne savait même pas où se situait Lyon. On voit que 6 mois plus tard, c'est un môme qui est complètement perdu, qui n'arrive pas à apprendre la langue, qui visiblement ne fait pas beaucoup d'efforts pour s'intégrer, qui a l'air totalement déprimé. D'ailleurs, on le voit d'ailleurs, son langage corporel sur le terrain, il sait pas comment se placer, il n'arrive à rien faire. Donc cette manière d'utiliser les joueurs comme des pions en faisant croire qu'on leur donne des promotions, je crois que ça a des limites. Donc je pense que Laurent Blanc, il va rester si les résultats sont bons. Si les résultats sont pas bons, évidemment il va sauter, donc il ne passera pas l'hiver. Il pourrait aussi décider de partir de lui-même. Je rappelle que dans une interview, il a dit qu'il était même prêt à partir l'année dernière si tous les esprits malfaisants du vestiaire n'avait pas été éloigné. Alors, qui pourrait prendre sa place? Alors évidemment, c'est difficile de dire aujourd'hui, mais ce que l'on peut dire, parce que ça a été publié dans la presse brésilienne, c'est que John Textor a promis à l'actuel coach de Botafogo, qui est un coach portugais, Bruno Lage, et qu'il a, on va dire, fait miroiter à ce coach qu'il lui donnerait un poste de numéro 1 dans un de ses clubs en Europe. Alors il parlait pas de Molenbeek, il parlait de l'Olympique Lyonnais ou de Crystal Palace, mais comme John Textor n'a pas le pouvoir de nommer l'entraîneur de Crystal Palace, il a 46% des parts, donc il n'a pas les mains libres pour nommer qui il veut. D'ailleurs, vous remarquerez que pour le moment, il n'y a aucun échange entre l'Olympique Lyonnais et Crystal Palace. Donc, en gros, il lui a promis le banc de l'Olympique Lyonnais. Donc, ce sera soit l'hiver prochain si Laurent Blanc est dégagé, ou si Laurent Blanc n'accepte pas qu'on lui ramène 3 joueurs, ou 2 même, de Botafogo dont il n'a pas besoin, comme Perry et Adrielson. Donc Bruno Lage arriverait en janvier 2024, ou alors à la fin du contrat de Laurent Blanc, qui se termine en juin 2024, donc Bruno Lage au 1er juillet 2025. Voilà, alors on est déjà à 30 minutes, donc je vais arrêter là la première partie de la FAQ.
Merci de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Et donc pour tous ceux pour lesquels je n'ai pas encore évoqué les questions, sachez que vous serez dans la deuxième partie. Donc on se retrouve bientôt pour la deuxième partie. Merci.